Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour ce live où nous allons parler de l'art traditionnel et de ses flèches, avec Jacques qui nous fait part de sa présence et qui va nous expliquer tous les ficelles de l'art traditionnel, ses réglages et les setups des flèches qui vont bien avec. Voilà. Je laisse la parole à Jacques et Enzo va nous rejoindre, bien sûr. Et sachant que vous pouvez bien poser toutes vos questions, comme d'habitude, et on vous y répondra avec plaisir. Voilà. Je vois, je ne m'étais même pas mis à l'écran. Bonsoir Jacques. Bonsoir, bonsoir à tous. Et je vous laisse la parole. Donc, ce soir, on va discuter des réglages pour les arcs traditionnels. Je l'attrape. Voilà. Je remets en plein écran. Voilà. Ok. Voilà. Donc, dans les méthodes de réglage des arcs traditionnels, donc on va pouvoir jouer sur plusieurs éléments, sur un arc pour avoir une bonne sortie de flèche. Donc, il y aura alors, je vais essayer de trouver un peu de place. Voilà. Le détalonnage. Hop. Donc, le détalonnage, je rappelle, c'est la distance qu'il y a. C'est pas évident de le faire à l'envers. Donc, qui va là-dessous. C'est pas évident. C'est pas évident. Je suis pas une bonne speakerine pour la météo. Ouais, donc, c'est pas évident. L'outil indispensable de l'archer traditionnel, donc l'équerre. Donc, là, position. Ouais, voilà. Donc, positionnez l'équerre sur le plancher de la fenêtre d'arc. Après, donc, vous positionnerez votre flèche. Alors, en général, il est préconisé de commencer avec un détalonnage positif, donc c'est-à-dire au-dessus, d'à peu près 6 mm. Pour être sûr que en fait, les défauts qu'on va avoir quand la flèche va arriver, les fesses en l'air, le nez en bas, et que ça vienne pas, par exemple, d'un détalonnage qui serait proche de zéro, voire des fois négatif, comme une fois ou deux, j'ai pu le voir. Moi, ce que je fais, c'est que je commence directement à 10 mm. Je tire 3-4 flèches. Je regarde comment les flèches arrivent. Et après, le noxet. Bon, là, j'ai fait des noxets en ligature parce que mon arc est réglé. Et sinon, donc, avec vos noxets et la pince à noxet, vous défaites et vous descendez millimètre par millimètre votre repère d'encochage jusqu'à ce que vos flèches arrivent vraiment bien horizontales sur votre cible. Donc, une fois que ça va être fait, il y a un autre élément sur lequel on va jouer, ça va être le banc. Tous les constructeurs vous donnent un banc. Alors, sur les récurves, par exemple, comme celui-ci, il est entre 7 et 8 pouces. Moi, là, sur le mien, ça fonctionne bien à 7 pouces un quart. Donc après, c'est plus ou moins, on va dire, à l'oreille que ça se règle. Après, donc ça, c'est pour l'arc. Après, au niveau sortie de flèche, ce qu'il faudra faire, c'est donc au départ, avoir pris la table de la marque. Alors, l'idéal, c'est de la marque de tube que vous utilisez. Parce que ce qui est vrai pour une marque ne l'est pas, et ça, je m'en suis aperçu quand même plusieurs fois. Après, donc, vous avez aussi des logiciels qui permettent de déjà définir le type de tube qu'il vous faut. Il y a plusieurs personnes à la Fédé qui ont bossé sur un logiciel
que j'utilise, que tout le monde peut utiliser, qui vous permettent donc de trouver relativement facilement la bonne flèche. Après, ça reste quand même de la théorie, mais ça permet de très très bien dégrossir, en fait. Après, l'idéal, donc une fois que vous avez trouvé, alors aussi ce qu'il faut savoir, donc hop, le poids de pointe que vous allez utiliser, c'est aussi en fonction des lames que vous allez utiliser ou des points de chasse. Moi, je sais que là, pour le tradi, sur celui-là, je suis resté sur 125 grains parce que j'ai des lames de chasse en 125 grains, mais j'ai aussi des lames petit gibier pour le lapin parce qu'on fait plusieurs sorties sur le lapin, le lièvre aussi, là, chez nos amis du Tarn. Et donc, pour pas avoir différentes flèches, je suis resté sur un poids de pointe qui va être de 125 grains. Là, sur cette flèche, j'ai un outsert, donc il vient coiffer le tube, qui est en acier inox et qui fait 125 grains. Depuis pas très longtemps, j'ai fait rentrer, il faut que je refasse rentrer d'autres, j'ai fait rentrer un système qui s'adapte aussi sur ces tubes fins là qu'on appelle 4-2. Ce qu'il y a, c'est que je vais chercher une flèche, je reviens vite fait. Oui, vas-y. Mais il n'y a pas de problème, Jacques. Je vais en profiter pour parler un peu des futurs lives que nous avons préparés cette semaine. Donc, nous avons préparé, vendredi soir, nous aurons le président, nous aurons Éric Laven, qui viendra nous présenter la Fédération française des chasseurs à l'arc, pour nous parler de son historique. Nous aurons aussi ce week-end, un week-end chargé, avec le samedi après-midi, un live sur l'approche, les ficelles et les astuces, et un live dimanche sur les affûts en hauteur et périurbain. Et je relaisse la parole à Jacques qui est venu nous rejoindre. Voilà. Donc en fait, il existe pour les tubes fins, là, comme ce. Là. Voilà. L'Instinct, donc c'est les tubes qu'on appelle. Il y a plusieurs dénominations. Il y a la plus courante maintenant, ça va être ce qu'on appelle les 4,2 qui correspondent au diamètre interne du tube. C'est ce que vous trouvez aussi sous le nom 0,165 et les 15,64e. Donc là, le système là, que j'ai trouvé, donc c'est une partie qui vient se loger à l'intérieur du tube. Bon, je vais pas trop l'enfoncer parce qu'après, là, c'est la partie où on colle et c'est un petit peu plus resserré et ça devient galère à ressortir. Mais sinon, donc, l'intérêt de ça, c'est de venir coiffer complètement le tube et de protéger entièrement cette partie-là, qui est la partie, en fait, la plus fragile. L'avantage de ce système-là, c'est qu'on peut, découper des petits segments pour adapter le poids qu'on a envie d'avoir en pointe. Donc une fois que vous avez choisi votre système, après ce qu'il faut faire, c'est flèche empennée, tirer quelques flèches pour voir ce que ça donne, comment ça sort. Alors là, je vais partir du principe que l'archer est droitier. Donc pour un archer droitier, donc après vous prenez votre flèche qui est en fût nu. Vous allez, bon là j'aurais dû enlever la blunt, mais ça va pas être bien grave. Donc ce qu'il faudra faire, c'est, alors je ne sais pas si ça va être très évident. À l'envers ça fait bizarre. Donc, ça fait bizarre à l'envers. Donc un archer droitier. Alors, je ne sais pas comment les gens me voient de l'autre côté, si c'est vraiment ce que je vois. Donc, si vous avez l'encoche qui est à droite. À ta droite, ouais. Alors, là, je pars, moi, de ce que je vois. Donc, pour un archer droitier, donc, si l'encoche se trouve à gauche, je ne sais pas si c'est ce que vous voyez à la vidéo, parce que moi, j'ai un repère. La vidéo, c'est bon, là. L'encoche est à gauche. Donc là, si c'est à gauche, donc ça veut dire que le tube est vraiment trop souple. Donc, vous avez plusieurs solutions.
soit changer le poids de pointe, mais comme j'ai dit au départ, si vous utilisez donc cet arc pour le petit gibier, ce qui est très souvent le cas pour le tradi, et la chasse de plus gros gibier comme sanglier, chevreuil ou plus, et que vous avez des pointes bien spécifiques, donc il ne faudra pas changer le poids de pointe. Ce qu'il va falloir faire, c'est raccourcir en fait tous les quarts de pouce, donc à peu près 5-6 mm, la flèche, jusqu'à ce qu'elle arrive vraiment, hop, alors, c'est pas évident, voilà, qu'elle arrive tout perpendiculaire droit. à la cible. Voilà. Voilà. Et ça, donc 360 degrés par rapport à la cible. Alors, chose qu'il faut faire, c'est quand même s'échauffer avant, avoir fait au moins 15 ou 20 flèches. Ne commencez pas à régler votre flèche alors que vous êtes froid, que vous n'avez pas tiré du tout de flèche. Parce que là, le résultat, il va varier en même temps que vous allez vous échauffer, donc donner quelque chose qui ne va pas être très probant. Donc, une fois que la flèche arrive vraiment pile, c'est pas évident, hop, voilà, pile perpendiculaire, que vous voyez que l'encoche et la pointe ne forment qu'un, là, c'est que vous êtes arrivé au bon réglage latéral. Donc, je rappelle, hein, si l'encoche est tout en haut, donc c'est que le repère d'encochage est trop haut, il faut le baisser, et là, il faut y aller millimètre par millimètre. Donc, l'idéal, c'est quand même de commencer par le repère d'encochage, le descendre jusqu'à ce qu'on arrive bien à l'horizontale, et après raccourcir le tube pour arriver à ce qu'on ait que l'encoche et la pointe ne forment qu'un seul point. Donc après, sur certains tubes là qui sont fins comme ça vous recentre, si je puis dire, la flèche vraiment au centre de l'arc. Vous avez certains arcs, surtout sur ceux qui sont en poignée alu, là, comme les Hoyt Satori, ou enfin tous ces arcs-là, là, démontables avec les poignées ILF. Donc là où il y a possibilité de jouer sur l'écartement aussi, pour pouvoir se retrouver avec la flèche qui revienne vraiment dans l'axe. Donc après, pour les réglages de détalonnage, ça va dépendre aussi du système de branche qui est utilisé. Oui. Sur les ILF, on peut bouger en fait la branche du haut et du bas un petit peu à l'instar d'un compound en fait, où vous allez pouvoir, si comme moi vous avez l'habitude de tirer en fait 3 doigts en dessous, pour pouvoir jouer sur les tillers. Donc, et pas avoir un arc trop bruyant et avoir une sortie de flèche qui va vraiment être très très propre. Voilà. Ce qui se passe sur les arcs qui sont faits par un facteur, quand ils sont faits spécialement pour toi, les branches sont faites en puissance par rapport à ta manière de prendre ta corde. Voilà, la prise méditerranéenne ou la prise Apache ou en fusil de canon. Ouais. C'est aussi l'avantage. Voilà. Et question corde. Est-ce que le fait de prendre des cordes fast-fide sont par rapport au dragon, tu gagnes de la vitesse ou de la stabilité? Alors les cordes d'acron, elles sont hyper élastiques et ça donne des arcs qui sont relativement doux et agréables à tirer. Le fast flight, ça va être plus rapide, un peu moins élastique, ça reste relativement agréable. Après, il y a l'astroflight qui n'existe plus maintenant, enfin sous sa forme en tant que telle, mais sinon il y a le Dynagen et les Dynaflight 97 qui sont les matières qui le remplacent en fait maintenant, vu qu'il y a plus que BCY qui existe. Enfin, qui existait parce qu'il y a deux marques là qui sont sorties et qui font des matériaux concurrents, donc qui donnent des rendus qui sont quasi identiques. Équivalents, quoi. Ouais, après, ce qui joue pas mal, ça va être sur les cordes, ça va être le nombre de brins en fonction des matériaux.
Donc ça joue aussi en fonction de la puissance de votre arc. Donc ça, c'est des choses qui font que votre arc il va être plus ou moins silencieux. Après, il y a la fabrication, donc le fait d'avoir des cordes les cordes flamandes, là, comme j'ai sur l'arc, là, ça, le tressage permet d'avoir des arcs qui sont beaucoup plus agréables à la décoche. Bon, le défaut des cordes flamandes, c'est que ça peut s'allonger. Enfin, elle s'allonge, pas beaucoup, mais elle s'allonge, mais ça dépend quand même pas mal du matériau. Et après, ça donne, en termes de sensation, franchement, quelque chose qui, moi, me plaît vraiment le plus. Après, le plus efficace, c'est les cordes endless. Là, c'est ce qu'on retrouve sur les arcs classiques de cible. Là, en termes de performance, c'est franchement ce qu'il y a de mieux, mais par contre, c'est très sec. C'est relativement bruyant, donc à la chasse, c'est pas franchement ce qu'on a besoin d'utiliser. Après, je suis en train d'essayer de faire des tests et de bidouiller des choses pour voir sur un arc là qu'un client a, et il voudrait une corde endless à tout prix. Bon, bref. Mais sinon, donc après, les cordes, pour les rendre moins sonores, donc il faut donc plutôt passer sur de l'Astro, enfin du Dynaflight maintenant, plutôt que du Dacron qui s'allonge quand même relativement beaucoup, qui est un peu une galère pour ceux qui fabriquent des cordes à fabriquer, parce que ça s'allonge, on a l'impression que ça en finit jamais, alors que les autres matériaux sont beaucoup plus stables. Moi, je sais que je fais des cordes en X99 là, pour ceux qui connaissent. C'est un matériau à la base qui était beaucoup plus destiné aux arcs à poulie. Bon, ici, il a fait un produit qui est intéressant pour les deux. Ça donne de bons résultats. Là, dans notre assos, il y a pas mal de monde qui chasse au tradi et au poulie. Donc, j'ai pu pouvoir faire différents sets. Et le X99 s'en sort pas mal. Alors après, il faut tricher un petit peu avec le nombre de brins pour pouvoir avoir quelque chose de pas trop sonore. Voilà. Après, il y a les poupées, enfin pas les poupées, mais les pompons. Ouais. En castor, en ce que vous voulez. Après, là, j'ai fait des petits tests. J'ai récupéré un truc, je sais pas si ça se voit. Si, voilà. En fait, c'est Bojax qui fabrique ça. C'est des amortisseurs d'arc à poulie. Voilà. Là, je me suis un peu lâché sur cet arc. Ça, c'est un amortisseur de branche d'arc à poulie. Et ça, c'est un amortisseur pour les fans de Neda. Donc, c'est toujours Bojax qui fabrique ça pour éviter que ça claque. Et cet arc, qui est un arc vraiment basique, qui normalement devrait faire quand même pas mal de bruit, avec une corde en fast flight et tous ces accessoires, c'est un arc qui est franchement hyper silencieux. Après, bon, le fait de tirer des flèches plus lourdes aussi que ce que je pouvais tirer avant, ça a sérieusement amélioré les choses. Donc après, maintenant, on pourra en venir un peu plus aux flèches. Donc pour la chasse, maintenant, il existe pas mal de choses, surtout avec les fûts carbone. Là, ça a vraiment un intérêt, les fûts carbone. Bon, il y a des fûts carbone comme ceux-là là, qui sont tout noirs. Après, bon, pour ceux qui veulent quand même garder un côté un peu plus traditionnel, vous avez pas mal de tubes qui sont avec un dipping, imitation bois, là, comme les Instinct. Alors, chez Black Eagle, vous avez les Instinct, les Vintage, voilà, qui sont des tubes en très très bonne qualité.
Enfin, Black Eagle fait d'excellents tubes. Moi, personnellement, et je suis pas le seul dans notre assos à avoir fait des tests avec ces tubes-là et ces tubes fins, donc en 4.2, qui donnent des résultats qui sont vraiment très très bons. Après, juste un peu au-dessus, là, les 5.2, donc là, ce que j'ai dans les mains, c'est la Renegade. Ça donne aussi de très très bons résultats. Il y a aussi pas mal de possibilités maintenant. Donc, il y a des cônes, s'il y a pas, voilà, des cônes comme ça, adaptateurs, qui se mettent en fait directement à l'intérieur. J'ai oublié une chose. Il y a ce qu'ils appellent un footer. Cette petite pièce là qui va venir en fait, alors, je sais pas si j'ai le bon truc, qui va venir protéger, pareil, toujours le tube à ce fameux endroit relativement critique qui se trouve ici, pour éviter qu'avec la pointe, en fait, ça casse. Donc ça ressemble un peu au rondelle bar qu'on trouve chez Easton. Bon, le problème des rondelles bar, c'est qu'elles coiffent le tube sur à peine 2-3 mm. Là, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est 18 mm. Donc ça protège quand même. Hop, je vais essayer de la caser au-dessus avec mes doigts. Voilà. Donc on a le tube là qui est relativement bien protégé. Donc ça, avec les archers traditionnels utilisent souvent des pointes à coller. Un peu comme les Howard Hill, par exemple, les Zwickey, je sais pas, il y a beaucoup de marques dans ce système-là. Donc, et après, avec ça, vous obtenez une flèche qui va vraiment être hyper costaud. Pour ceux qui lisent l'anglais, il y a le site de HB. Je ne sais plus si je l'avais mis, mais dessus où il y a l'ordre dans lesquels les choses les plus importantes pour avoir la flèche la plus létale. La première des choses qui est notée, en fait, c'est avoir l'intégrité de la lame. Donc, il faut que la lame résiste dès qu'il va y avoir un impact. Ça sert à rien d'avoir une lame hyper tranchante, tout ce que vous voulez. Si jamais ça casse là ici, le château de cartes s'écroule. Donc, c'est pour ça que sur les fûts carbone, maintenant, on trouve tous ces systèmes-là, ou ce que j'ai présenté tout à l'heure là, pour les Instinct là, qui coiffe, donc qui se met à l'intérieur. Donc là, sur celle-là, si vous voyez, le tube est la partie qui... On a un coup de main, c'est difficile. C'est difficile, ouais, voilà. Donc là, vous voyez, il y a une grande partie de l'insert qui est à l'intérieur. Donc, avec la pointe qui sera devant, hop, la pointe qui va être devant, ça compensera en fait le bras de levier de la pointe. Salut Enzo. Voilà. Bonsoir tout le monde. Et donc, là, ça vous permettra d'avoir une flèche la plus costaud possible, donc de répondre aux critères de notre cher Ed HB. Après, le deuxième critère qu'il a, c'est d'avoir donc un vol de flèche qui soit parfait. Donc, pour lui, parfait, c'est un tube nu qui arrive vraiment perpendiculaire dans la cible. Et le troisième élément, avant toute la suite, c'est avoir un foc important. Et pour avoir ce fameux foc qui soit important, et ça c'est valable aussi bien pour les arcs traditionnels, bon, et ça a vraiment une importance sur les arcs traditionnels, parce que du fait du rendement, donc qui est moindre qu'un arc à poulie, le foc compte plus, mais si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises et en cas de tir hasardeux ou de toute façon comme on ne maîtrise jamais vraiment ce qui se passe, si comme moi ça m'est arrivé cet été, vous avez un chevreuil qui est bien de profil,
visez cœur-poumon. Au moment où vous décochez, vous ne savez pas pourquoi, il fait demi-tour, presque, et la flèche de cœur-poumon se retrouve pratiquement à une flèche de côte et de hanche. Bon, j'ai eu de la chance, entre guillemets. Enfin, les flèches ont un foc quand même assez élevé. Pour un poulie, ils sont autour de 16%. Donc voilà, ça s'est pas trop mal passé. Pour en revenir après donc aux archers traditionnels, donc ce qui est plutôt recommandé, c'est quand même d'essayer d'arriver à des flèches aux alentours de 600 grains, voire plus. Et après, l'idéal, c'est d'avoir un foc qui va tourner entre 20 et 23%. Ça, c'est pour le tradi. Après, pour les arcs à poulie, entre 13 et 16, 17 pour certains, c'est amplement suffisant. Et avec des flèches entre 450 et 500, 550, ça sera vraiment la flèche idéale. Après, tout dépend du gibier que vous chassez. Si vous chassez que du chevreuil, à peu près tout va bien fonctionner. Après, ce qu'il faut comprendre dans l'intérêt du phoque, de ce fameux phoque, c'est que en fait, plus vous allez rapprocher ce point de levier, parce que en fait le phoque c'est un point de levier, moins votre flèche là ici pourra se tordre, donc moins il y aura de déflexion, moins il y a de déflexion, moins il y a de part d'énergie, donc plus il y aura de possibilité de rentrer dans l'animal, de casser des os si jamais ça doit en rencontrer. L'autre avantage aussi, c'est de stabiliser la flèche beaucoup plus vite. L'autre élément aussi, c'est que du fait que ça tracte la flèche, donc le vent, il aura vraiment qu'une influence très minime. Après, ça dépendra aussi de l'empennage que vous avez derrière. Donc, si vous avez, comme ce que j'ai fait comme test avec Alain, notre président, en 4 plumes, 3 pouces, et là, on va essayer de faire un petit test avec des 2 pouces pour voir. Donc, ça a un rendement vraiment nickel. Et il y a quelques temps, avant d'avoir le confinement, on avait fait des tests avec du vent et 4 plumes qui étaient à 3 pouces et je crois qu'Alain, lui, il doit avoir un phoque de presque 24%, donc ça fait vraiment énorme. Vent, pas vent, zéro souci, quoi. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Les 3 choses vraiment importantes donc pour le choix d'une flèche, ça sera d'utiliser le Spine Calculator là, qui a été modifié par alors je me souviens juste de son pseudo, c'est le tube, mais c'est j'ai oublié. Je n'ai pas eu nom en tête, donc qui est administrateur à la Fédé, à la FFCA, j'ai oublié. Qui me parle du Sud. On va y arriver. C'est qui, Jean? Non, le tube, c'est. J'ai oublié. Le tube, ouais, mais le tube, je ne sais plus. Je vais pas. Ouais. Aidez-nous si vous avez le nom. Ouais, on vous mettra le nom, ne vous inquiétez pas. Juste utiliser le Spine Calculator avec ça vous permettra de bien dégrossir votre flèche. Après, donc comme je le dis, c'est des logiciels, ça retraduit pas la réalité. Dans la semaine avec Marc, on a pu en discuter sur certaines choses. Les logiciels comme On the Target et tout ce qui existe, il y a certaines choses que je ne vois pas où ça coince, mais ça s'éloigne quand même de la réalité. Donc après, l'idéal, ça reste quand même de faire des tests en réel. Et comme je l'ai dit, vous partez d'une flèche brute
enfin qui va faire la totalité de la longueur. Celles-ci, elles font 34 pouces d'origine de long. Donc, ça vous laisse de quoi recouper. Donc, après, bon, au début, moi, ce que je fais en général, c'est que je coupe 1 pouce par 1 pouce. Et dès que je vois que ça commence à devenir relativement significatif dans le fait là, que ma flèche arrive de moins en moins à déporter, enfin, le cul de la flèche est à l'extérieur et que ça commence à se rapprocher du centre. Donc, après, j'y vais 5 mm par 5 mm. Et une fois que ça, c'est hop, ben après, il suffit de recouper les tubes à la même longueur et après, ben, vous tirez donc vos tubes empennés et là, vous verrez que donc avec que ce soit une pointe de chasse ou pointe d'entraînement, ça doit être nickel. Donc, l'idéal pour confirmer, c'est tirer une première flèche empennée et après le fût nu. Ok. Voilà. Donc, ça te permet d'avoir des réglages plus précis et plus affinés. Et on peut faire. Après, si vous voulez vraiment pousser le bouchon, vous pouvez jouer sur. Alors, si vous avez des arcs monoblocs ou enfin. C'est joué sur aussi pour le centrage, ça va être sur, je ne sais pas si ça se voit trop, sur l'épaisseur du tapis d'arc. Rajouter ou enlever des épaisseurs. Bon, après, le problème quand on enlève de l'épaisseur, c'est que il va devenir. Hop, c'est pas évident. Je viens de lire les speakerines météo. En plein écran. Donc, ça va être vraiment de jouer sur ça pour pouvoir avoir une flèche qui sort vraiment nickel si vous voulez couper les cheveux en 4. Bon, après, au tradi, c'est quand même pas évident. Parce que déjà, c'est bien échauffé. Et puis déjà avoir une bonne gestuelle pour pouvoir revenir systématiquement au même ancrage. Donc, parce que là, rien que 5 mm, un coup je tire là, un coup je suis là, ou comme très souvent, je vois des gens là dans l'assaut et qui, en fait, ils prennent comme repère le majeur. Bah, des fois, le majeur, il flotte dans le vide et c'est le talon de la main là, qui sert de repère à la commissure d'alerte. Donc là, quand on joue sur 2 pouces, les flèches, elles volent vraiment pas bien, quoi. L'avantage du phoque aussi, d'un phoque élevé, alors c'est que ça pardonne certaines erreurs. Voilà. Après, phoque élevé aussi, une chose que je vois souvent, beaucoup de gens confondent phoque élevé et flèche très lourde. Si vous regardez, j'essaierai de faire passer à Marc, là, il y a une vidéo que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, où justement il y a eu des différents tests faits par HB, où on voit une flèche qui fait, je crois, 720 grains, mais qui a un phoque de 12%, qui est comparé à une flèche de 600... Je crois 620 grains aussi, mais par contre qui a un phoque de 24%. Et en termes de pénétration, les 2 flèches ont été tirées dans un buffle d'eau. Il y a quasiment, je crois, 60% ou 70% plus de pénétration avec la flèche qui a le plus gros phoque. Et je répète, hein, elle est moins lourde, hein, elle fait 620 grains comparé aux 700, je crois, 760 grains de l'autre. Donc ça joue vraiment énormément sur le pouvoir de pénétration et que ça soit tradi ou poulie. Alors sur les poulies, avec le rendement qu'ils ont, vous n'êtes pas obligé de tirer des flèches aussi lourdes. Après, tout dépend du gibier que vous allez chasser, mais voilà, ça qui peut le plus peut le moins. Donc si jamais vous avez un gros sanglier de 150 kg qui arrive et qu'il est face à vous, si vous avez 650 grains et 23% de phoque, vous avez de très fortes chances de tout fracasser sur le passage. Si vous tirez à une flèche de 350 grains avec un phoque à 8 ou à 10, là, on risquait de vous retrouver avec un gros souci. Donc, voilà. D'accord. Et question panache, tu préfères les plus courtes ou longues? En plus naturel, je suppose, bien sûr.
Alors, en plume, enfin là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. J'ai pas pensé à les prendre, mais avant, on tirait quand même des fûts relativement longs, enfin des plumes, pardon, qui étaient relativement longs. On tirait 5 pouces, 6 pouces, souvent en forme banane. Là, celle-là, c'est donc des plumes naturelles qui sont montées d'origine sur ce tube. Et là, c'est du 3 pouces. Et en fait, je me suis aperçu en faisant des tests, en les raccourcissant au fur et à mesure. Déjà, rien que le fait de réduire la longueur des plumes, on réduit le poids qu'il y a à l'arrière. Donc, on augmente le foc. Désolé, j'insiste lourdement, mais ça joue énormément. Et autre chose, puis qui paraît logique au final, c'est que la flèche, plus elle sera courte, moins elle va frotter, donc moins il y aura de chances qu'elle mette entre guillemets un défaut à sa sortie. Si votre flèche elle frotte sur 6 pouces de long avec votre banane, votre plume banane là, pour peu que vous ayez vraiment fait une décoche foireuse, là, vous allez avoir une sortie. Là, ça pardonne vraiment pas mal. Et l'autre chose là que j'ai pu tester et qu'on a testé avec Alain là, qui marche pas mal, donc c'est les 4 plumes. Alors pour l'instant, j'avais que du 3 pouces sous la main, mais j'ai vu qu'il existait du 2 pouces aussi. Et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et je devrais faire rentrer ça et faire un test en 4 plumes de 2 pouces. Donc, ce qui va diminuer l'arrière et augmenter ce fameux foc. Et ça va diminuer aussi le frottement puisqu'elle frottera sur 1 pouce de moins en fait. Donc, il y a de fortes chances que ça donne aussi quelque chose de très très bien. Sinon, il y a AAE qui a sorti des... Quand vous raccourcissez, faites-le à la Dremel. Oui, il faut le faire à la Dremel, ça vous évitera de faire exploser, surtout quand vous utilisez à ce niveau-là, c'est le point le plus sensible parce que la flèche, elle prend toute la poussée là ici. Donc à la scie avec du scotch, niette. C'est bon humour. Et donc là, avec les AE, la sortie des vannes plastiques qui sont hyper souples. Si vous avez 30 secondes, je file derrière et je vais les récupérer. Il n'y a pas de souci. Vas-y, vas-y. Vas-y. Bonsoir Enzo, alors. Tu as l'air de faire la sieste. Mais écoute, on a dîné un petit peu plus tard que prévu. Et puis, quand tu m'as envoyé le message, on était encore en train de cuisiner. Donc, tu vois, je me suis dit, bon, Marc, il va commencer, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris un petit peu mon temps, quoi. Bon, tu as eu de la chance parce que j'ai été déconnecté au départ. Hein? Au départ, j'étais déconnecté. Ah bon? Ah ouais. Et en plus, tu mettais un message, je ne savais même pas de vous. Ouais, voilà. C'est les aléas du direct. Ben, tu vois, j'ai vu un petit peu d'émissions cet après-midi, tout ça, sur d'autres sites, tout ça. Ils sont tous des problèmes un petit peu plus ou moins de son et tout. Donc, d'image, n'importe quel programme que tu utilises, tu as quand même des soucis, quoi. Bien sûr. Et vous, donc, les gars, sur le site, ça se passe bien? Ça passe bien sur Facebook? Vous nous recevez bien ou pas? Dites-le, hein, vous pouvez communiquer. Hein. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Et vous avez vu qu'on a préparé pas mal de lives pour les prochains jours. Ouais. Donc ça va être des belles soirées qu'on va passer. Et j'espère qu'au 1er juin, vous avez explosé. Hein, vous allez vous prendre plaisir avec tout ce qu'on donne. Je suis désolé, je ne les retrouve plus. C'est pas grave. Voilà, Jacques est revenu. Sinon, il existe maintenant là, des vannes qui sont en plastique, mais au toucher, elles sont
On a vraiment l'impression de toucher une plume naturelle. Le gros intérêt de ça, en fait, c'est ces vannes. Elle s'appelle Tradvan. C'est de pouvoir chasser. Donc, quand il pleut, en fait, c'est un gars qui s'appelle Aaron Snyder. Si vous allez sur YouTube, si vous tapez son nom, vous allez le voir ressortir dans pas mal de vidéos. C'est un gars qui chasse poulies, mais essentiellement au tradi. Et donc, comme il va très souvent en Alaska ou dans des régions en fait où il pleut, et donc le fait d'avoir les vannes toutes, les plumes toutes trempées, c'est pas l'idéal. Donc, il a développé avec AE ces fameuses Tradvan. Donc, qui existent en différentes longueurs. Il y a 2 pouces et demi, 3 pouces, 4 pouces. Lui, ce qu'il a monté, c'est des 3 pouces alors, c'est 4 plumes de 3 pouces montées hélicoïdales avec un angle de 1. Donc, ça permet de faire des bons groupements. C'est un excellent archer. J'ai vu une vidéo où il tire c'est pas un orignal. Un caribou à 3 yards, ça doit être 55 yards. Donc 55 yards au tradi, ça commence à faire relativement beaucoup. Mais bon, c'est un archer vraiment exceptionnel. Il y a une vidéo où on le voit où il s'entraîne sur un élan, mais en 3D, à 100 yards. Et il fait des groupements qui ne feraient pas lire beaucoup de chasseurs à l'arc à poulie. Ouais, je pense. Et question, je vais te poser une question, je vais t'embêter. As-tu une astuce en temps de pluie pour protéger les plumes, justement? Alors, moi, ce que j'utilise, c'est de la bombe hydrophobe là, pour les mouches. D'accord. Pêche à la mouche. Ouais, pour la pêche à la mouche, oui, je m'en doute. Après, sinon, une autre chose qui marche, qu'un collègue m'avait donné, et c'est vrai que ça marche, c'est la laque. Bon, vu le nombre de cheveux que j'ai, ça ne fait pas grand-chose, mais la laque pour les cheveux, dessus, ça marche aussi vraiment très très bien. Après, sinon, il y a Boning qui fabrique une poudre où vous trempez votre flèche dedans pour l'imperméabiliser. Mais sinon, la meilleure astuce, c'est la bombe hydrophobe pour la pêche à la mouche. Enfin, je pense. Non, ouais. Après, sinon, non, mais je sais pas. Ah, je t'entends oui, plus. Vas-y. Ouais. Sinon, le fait d'avoir aussi donc une flèche qui sort vraiment bien perpendiculaire avec un fût nu, c'est que quand vous avez vos plumes là qui sont toutes mouillées, qui ressemblent à un coquère là, qui vient de prendre une douche, vos flèches elles continueront à voler droit. Alors que si vous avez fait un test et que avec de l'empennage et que vos flèches vous risquez d'avoir des surprises. Souvent, on me dit, mais si je fais un test papier que ça sort nickel, normalement, il ne devrait pas y avoir donc le fait d'avoir des flèches là qui sortent vraiment bien droites, donc ça vous permettra de ne pas vous poser de questions et d'être sûr de votre tir. Donc après, la chose qui est à faire, c'est de plus ou moins régulièrement tirer une flèche. Moi, je sais que j'ai gardé là, ma flèche qui me servir en fût pour pouvoir voir si ma technique a bougé ou pas. Et après, si le matériel aussi, parce qu'il faut savoir avec la corde quand même, elle bouge. Donc, il ne faut pas oublier non plus de vérifier le vent régulièrement. Donc, l'idéal, c'est de le noter sur un petit bout de papier. Ou alors carrément, j'en ai vu qui le marquaient sur la branche de l'arc avec il y a des stylos là, qui permettent d'écrire sur un peu n'importe quoi. Donc, le mesurer avant de tirer.
faire une vingtaine, 15-20 flèches, et puis après, bon, voilà, de partir et de pouvoir chasser, quoi. Ah ben cool, cool. Bon, on a perdu Marc, je pense. Je sais pas s'il y a des questions, parce que je peux pas activer moi les questions. Donc Marc, si tu m'entends, tu peux activer les questions. Ah bah, moi, je vois les fautes, je vois quelques. Parce que comme je suis avec mon téléphone, je peux pas activer moi les questions. Bah, moi, j'en Alors, vois une sur le truc, mais après, je sais pas comment, dans quels ordres elles sont arrivées. Ah. Voilà, je suis de retour. Alors, voilà. Marc, Donc, on cherchait les ouais. questions. Non, il n'y a pas trop de questions, malheureusement. Okay. Donc, à part couper les flèches à la Dremel et la graisse de cul canard, j'ai pas trop d'autres questions. C'est pour ça. Donc, malheureusement, j'ai pas de retour tant que ça. Je pense qu'il doit y avoir que des chasseurs aux poulies, donc malheureusement. Sinon, vous avez déjà parlé des réglages au début, des flèches là. Ouais. On a parlé de réglages. On a parlé. Tiens, si, ce qu'on pourrait parler, peut-être, Jacques, c'est l'emplacement des silencieux sur l'arc. Parce que tu sais, il y a les règles de 6 et 4, de manière à ce que. Parce que beaucoup de gens se posent des questions où poser ces silencieux, justement. Enfin, Voilà. ces anti-vibrations. Je te remets en plein écran pour que tu leur montres bien. Voilà. Alors, donc il y a une formule, soit si vous voulez poser en fait deux pompons, il faudra prendre la longueur du point de contact. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le trouver. Ouais. Qui est là ici, mesuré donc de là. Hop. On va essayer de le faire sur le blanc. Jusque là ici pour moi. Donc, vous prenez cette longueur, vous la divisez par 4. Et en fait, vous allez arriver sur la partie où il y aura le ventre en fait de l'oscillation, et ça va atténuer en fait la vibration. Après, si vous voulez en mettre deux de plus, parce que des fois en mettant enfin 4 au total, mais qui sont plus petits, c'est un peu plus efficace. Après, donc il y a les artifices là, comme j'ai mis, qui permettent aussi de diminuer le bruit. Alors c'est nettement moins dans l'esprit et le look traditionnel, mais en termes d'efficacité, c'est génial. Mais sinon, donc pour poser deux pompons, c'est la distance de point de contact de la corde avec la branche divisé par 4. Et après, pour 2 fois 2, ça va être la même distance toujours, donc divisé par 6 pour obtenir ce point. Alors ça, pareil, c'est une formule, mais ça reste plus ou moins empirique. Ça permet de bien dégrossir le. C'est plus à l'oreille, je pense, qu'on travaille. C'est vraiment, enfin, sur les tradis, ils font le travail vraiment à l'oreille. Pour le réglage du banc, c'est ce que j'ai dit au départ, quoi. L'idéal, c'est quand même de commencer par le banc le plus bas et d'aller en montant, parce que si vous avez le banc le plus court, c'est là où vous allez gagner le plus de vitesse. Alors bon, c'est pas monstrueux sur un arc traditionnel, mais ça permet quand même déjà de gratter quelques pieds par seconde, déjà à cet endroit-là. Après, donc moi, parce que je vois là mes repères dans le cochage, donc une fois que on a fait ce réglage là de détalonnage, une fois qu'il est bon, je fais un repère, je vire les noxettes en laiton et je mets des repères en ligature. Là, c'est ce qu'on utilise pour faire pour les poulies là, pour faire les déloupes après. Donc ça pèse. Parce qu'il faut savoir que tout le poids que vous allez mettre au centre de la corde, ça sera autant de poids qui va ralentir en fait l'arc. Sur un poulie, c'est quand même assez conséquent. Après, l'autre avantage du fait d'avoir là, ces points d'encochage qui sont très légers comme ça va être d'avoir à la décoche une décoche beaucoup plus fluide, parce que les bagues là, les noxettes là ont tendance à accrocher le cuir du gant,
ou de la palette si vous tirez avec une palette. Et donc, c'est pas idéal. Et après, en termes de durée de vie, pour votre gant, c'est quand même nettement meilleur. Et quand il pleut, aussi, pareil, quoi, ça, vraiment, on a une meilleure décoche. Ouais. Jacques, c'est quoi ton arc en Mamba? Pas du tout. Alors ça doit en être très sérieusement inspiré. C'est la marque là, je sais pas si ça se voit, c'est White Feather. Et le modèle, c'est le Lapwing. C'est un arc qui vaut dans les 140 euros. C'est un petit arc qui est en termes de tarif qui est hyper abordable. Après, moi, ce qui m'a plu, c'est la taille du grip qui, pour une fois, n'est pas monstrueux. J'ai pas des mains énormes, donc ça m'allait bien. J'avais des possibilités d'avoir d'autres arcs sérieusement plus haut en gamme. Mais le problème, par exemple, c'est les grid plane. Moi, par exemple, j'adore ces arcs, mais les poignets sont énormes. Ou alors, il faudrait que je la fasse retailler, mais bon, c'est quand même dommage quand on achète un arc haut de gamme de le faire à rebidouiller pour pouvoir. Après, ce qu'il faut, c'est vrai que sur un arc traditionnel, il faut que la poignée soit bien adaptée à sa main, en fait. Si on veut avoir de la précision, il faut que l'arc soit vraiment bien adapté. Ensuite, si je peux dire pour les silencieux de cordes, un truc tout bête, moi j'utilise mes vieilles cordes que je coupe et que je remets en pompon. C'est tout bête, ça coûte rien et ça marche hyper bien. Yes. Il y a ça, il y a un truc aussi qui marche bien pour ceux qui font des bracelets en paracorde. C'est la paracorde. Couper des bouts de paracorde qui font à peu près 2 pouces. Et en fait, après, ce qu'il faut, c'est enlever l'âme qui est à l'intérieur. Là, j'ai fait le test, mais je ne sais pas où est-ce que je les ai mis, donc je ne vais pas vous embêter encore une fois avec ça. Mais sinon, quand on découpe là, ces 6 bouts de lacets, là, j'avais une vieille paire de lacets de chaussures de snowboard là, que j'ai récupéré. Pour que ça fasse un beau pompon, il faut que je découpe en fait 3 morceaux et ça pèse à peine 8 grains. Donc rien du tout. Et le gros avantage, c'est des lacets qui étaient prévus pour le snowboard, ils étaient traités, déperlants. Donc pour la pluie, ça va être nickel comparé aux pompons en laine qu'on peut faire, qui sont hyper efficaces, mais qui sont super lourds. Et quand il pleut, tu tires et devant toi, tu as du brouillard de suite parce que tellement chargé de flotte que ça se. Ouais, et puis en plus, le fait d'avoir des pompons en laine, ça change quand même pas mal la trajectoire de la flèche. Surtout si en plus les plumes ne sont pas traitées, là, ça va poser de grosses sorties de flèche. Donc il faut vraiment avoir bien réglé au départ son arc en test fusée. J'ai une question d'Olivier. Alors, je rajoute sur sa question parce qu'il a remis après. Il tire 150 grains en pointe et a une puissance de 45 livres. Donc, voilà. Donc, avec un phoque de 11 et un poids de 445 grains, chasse du sanglier possible. Oui, c'est possible. Après, c'est pas ce qu'il y a d'idéal, surtout c'est avec un tradi. Hein. Ouais. Ouais. Donc, ça, après, alors attends. J'ai perdu les questions. J'ai une autre question. Alors, hop. Voilà. Alors, que penses-tu du Black Cat pour la chasse? Black Cat, c'est Win and Win, non? Alors là, je ne connais pas. Alors là, je connais le Black Windows, mais le Black Cat, je ne connais pas. Moi non plus. Ouais, donc toi, et on ne connaît pas tous les arcs. Enfin, il faudrait la marque peut-être, mais là, ça me dit rien. Ça me fait penser à du Win and Win, ça, mais. Ouais. Non. Là, je ne sais pas. Je vais me renseigner, mais je ne peux pas malheureusement répondre à la question.
On va y parler. J'ai Bernard qui pose une autre question qui peut être plus intéressante et générale pour tout le monde. Elle va arriver, je pense. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Merci pour cette présentation intéressante. C'est aussi très technique que le traditionnel. Je confirme. Je suis chasseur au poulie et j'aimerais essayer le récurve avec entraînement lourd avant de chasser. On voit tous les prix de 150 à 500 euros et plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est bien pour commencer la chasse au vol et grand gibier? Marque, puissance, conseil. Au niveau du grand gibier, là, il va falloir, au traditionnel, il va falloir quand même s'entraîner pas mal. Celui-là, petit gibier qui vaut 140 et quelques euros, enfin un peu moins, qui est en dessous des 150 euros, il est largement suffisant. Moi, c'est ce que j'utilise pour le lapin, pour le lièvre. Je pourrais l'utiliser aussi pour le chevreuil. Bon, après, pour moi, personnellement, je préfère utiliser les tradis pour le petit gibier. Pour le grand gibier, comme je n'ai pas suffisamment le temps de m'entraîner et régulièrement, je préfère utiliser mon en termes de les tradis vont varier avec la qualité des bois, les finitions. Après, ouais, c'est essentiellement le bois, le fait qu'il y ait là, c'est de la fibre de verre toute noire, tout ce qu'il y a de plus simple. Si on part sur un grid play, ça vaut à peu près dans les 700, 800, voire beaucoup plus, suivant les modèles. Ça sera de la fibre de verre transparente avec des bois relativement plus nobles, donc qui sont beaucoup plus chers. Après, si c'est pour découvrir, moi je conseille, là c'est aussi bien l'archer que le responsable de marché. Ça sert à rien de dépenser énormément d'argent dans un arc si c'est juste pour essayer. Des arcs comme ça dans les 150 euros, alors ça c'est le prix de l'arc connu. Après, il va falloir rajouter le brassard. Ça c'est franchement indispensable si on commence. Ouais, si vous êtes maso, il faut essayer, mais bon, vous avez des souvenirs assez cuisants. Après, il vous faut donc gants ou palettes. Le gant à la chasse est quand même nettement plus intéressant. Il faudra, si c'est un monobloc comme ça, il vous faudra une housse. Après, en accessoire, il faut compter au minimum à peu près dans les 100-150 euros. Après, c'est comme tout, on en a toujours pour son argent. Mais je pense qui vaut 150 euros, et si vous achetez des arcs de facteur d'arc, un facteur d'arc. Voilà. La différence que tu vas voir, c'est que les arcs de début de gamme, tu vas avoir des matériaux composites dessus, alors que sur des hauts de gamme, tu vas avoir des composites qui seront peut-être cachés, mais plus des bambous, des trucs. Et puis, le problème, l'arc sera fait à ta main et tu le paieras beaucoup plus cher. Mais c'est pas pour ça qu'il sera forcément plus performant. Il sera peut-être plus joli. Après, dans les arcs haut de gamme, il y a quand même la différence, elle se fait sur déjà le grip, on peut le faire ajuster à sa main. C'est un peu comme si on se faisait faire un costume chez un tailleur. Donc là, il n'y a pas. Mais après, c'est au niveau de la souplesse. Si vous essayez celui-là là, qui fait, moi, à mon allonge, en nominal, il est donné à 40, mais pour l'avoir pesé à 28, en fait, il fait déjà 42. Et à mon allonge, il est à 46 et quelques. Si vous allez chez un facteur d'arc, vous lui demandez 45 à 1 livre ou 2 livres près. Ils peuvent vraiment être surtout la souplesse. Dans notre assas, on a Alain Rosière qui fabrique des arcs. Ça a un 40 livres des arcs qu'il fait et un 40 livres industriel en termes de sensations. Il y a Après, il y a autre chose aussi qu'on retrouve sur les arcs haut de gamme, qu'on ne retrouve pas sur les arcs en entrée de gamme, c'est les fenêtres centrées.
les arcs que fait Alain, par exemple, votre flèche, elle passe vraiment au centre de l'arc comme un arc à poulie pratiquement. Donc, ces arcs pardonnent beaucoup plus d'erreurs qu'un arc comme celui-là, où il y a une fenêtre avec un centrage qui est positif. Donc là, voilà, sur les arcs haut de gamme, ça va être des petits détails qui font qu'à chaque fois, ça demande du travail et comme le travail, ça se paye, ça se retrouve dans le prix de l'arc. Ouais. Et je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit. On a parlé de la puissance de ton allonge. Par rapport à un poulie, on a une allonge qui est fixe, donc on a une puissance qui est régulière. Un traditionnel, sa puissance, c'est par rapport à l'allonge et la longueur sur laquelle vous avez tiré sur la corde. Si vos repères, vos ancrages ne sont pas identiques, votre allonge et votre puissance seront un peu la même. Donc, évidemment, vos tirs seront différents. Un tradi est beaucoup plus pointilleux, si je peux parler, sur l'allonge. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Alors, je t'ai pas entendu parce que j'ai mon ordinateur qui me donne l'heure et qui Je disais que l'art traditionnel est beaucoup plus pointilleux sur la régularité de l'allonge et de puissance par rapport à la gestuelle, comparé à un poulie où on est toujours calé pareil. C'est pour ça qu'il faut vraiment au départ, avant de faire les réglages sur un arc traditionnel, alors bon, c'est valable aussi pour un arc à poulie, mais c'est encore plus vrai sur un arc traditionnel. C'est vraiment bien s'échauffer, de faire à peu près 10-15 flèches, pour moi 20 flèches pour être bien chaud et pour pouvoir vraiment rentrer dans les réglages. Après, faut pas essayer non plus de vouloir faire tous les réglages le même jour, parce que des fois ça peut prendre beaucoup de temps, où on se fatigue, et quand on se fatigue, surtout au tradi, on va avoir de l'allonge qui va diminuer, donc on va changer ses repères, donc les flèches vont plus sortir du tout de la même manière. Le lendemain, on reprend son arc et on se dit mince, là j'ai trop coupé de tubes, ou alors j'en ai pas assez coupé. Voilà, donc l'idéal, c'est à la limite, le réglage du détalonnage, ça se fait quand même assez vite. Pour ça que ce que je disais moi, au départ, c'est de partir vraiment d'un détalonnage de 10 mm positif pour être sûr que ça soit bien le fait qu'on a un repère trop haut, parce que des fois, ce qui se passe quand on a un détalonnage qui est à 5-6 mm, suivant les doigts qu'on a, le gant et les conditions météo qu'il y a, on peut avoir la flèche qui talonne, hop, et qui ressort. Et on se dit, et on le descend, on le descend, on le descend. Et on se dit, je ne comprends pas la flèche qui regarde la lune avec l'arrière et qui regarde le sol, il y a quelque chose qui coince. Donc, pour être sûr d'être, entre guillemets, dans la bonne erreur, bon sens d'erreur, il vaut mieux partir sur un détalonnage positif à plus 10 et diminuer gentiment jusqu'à ce que la flèche arrive bien perpendiculaire. Après, c'est pareil plus ou moins pour les poulies. Hein. Sur les poulies, au lieu de bouger le repère d'encochage, on va bouger le repose-flèche. Là, on ne peut pas trop faire autrement. Enfin, si, à la limite, on pourrait tricher, rajouter un tapis d'arc. Mais bon, c'est un peu plus simple avec le Noxette. On le dessert, on le descend, on le resserre. Une fois qu'on a trouvé le bon réglage, c'est terminé. Voilà. Et comme une astuce pour le banc, par rapport, je rebondis dessus, c'est que nous on le voit pas mal en traditionnel quand je l'entraîne, un banc aigu, un son aigu de votre arc, le banc est trop court. Un son grave, le banc est grand. Ouais. Ça, c'est des repères à garder à l'esprit. Et quand vous êtes au bon banc, l'arc, il est silencieux. Relativement silencieux. Ouais, c'est une échelle, hein, c'est pas. Voilà. Donc, j'ai une question. Le matériau des cordes joue énormément, parce que là, il y a même sur un arc là comme ça, qui est livré à l'origine avec une corde endless en Dacron, je l'avais essayé rien que pour voir. J'avais une guitare, en fait. Le matériau et le diamètre de la corde. Une corde, plus elle sera épaisse, plus elle sera lourde, plus elle sera silencieuse. Si une corde fine, elle va être très rapide et vibrer. Ouais, mais il y a un juste milieu à trouver, pareil. Mais là, par exemple, celle-là, c'est du fast flight, enfin de l'astro.
Il m'en reste encore un petit peu. De l'astro qui est en 16 brins, bon, qui est un peu trop par rapport à de l'arc parce que ça fait, si on suit les calculs, puisque mon arc à mon allonge, il fait 46 livres. Mais je préfère avoir un arc qui fait pas beaucoup de bruit parce que vu la vitesse à laquelle ça sort, au moins je suis sûr que je vais pas me retrouver avec un animal qui va me sauter la corde. Ce qui est quand même très possible avec un arc. À votre avis, ça arrive plus souvent qu'au poulet, ça, je te le confirme. Une question de Olivier. Quelle puissance pour chasser chevreuil et sanglier? La puissance, en théorie, on dit entre 45 et 55. Mais pour voir beaucoup de vidéos, et il faut que je te fasse passer le lien, là, il y a un site, sur YouTube, un gars là, Troy, qui est un Texan assez déjanté. Alors, le problème, c'est que ça va être en anglais. Je suis désolé, mais donc il y a beaucoup de retours de gens. Et il a trois jeunes femmes qui ont tiré des sangliers, des choses comme ça, avec des arcs nettement moins puissants. En moyenne, c'est entre 40 et 43 livres. C'est surtout des flèches plus ou moins lourdes. Et je vais en remettre encore une couche avec un phoque. J'allais le dire, Jacques. Le truc, c'est que voilà, toutes les vidéos que je vois, pour avoir vu sur plusieurs forums, et dont un forum québécois, donc une femme qui a tiré un ours alors qu'il faisait traduit en kilos dans les 170 kilos, avec un arc de 42 livres, et c'était un arc traditionnel, 42 livres, une flèche de 670 grains. Alors le phoque, je le connaissais pas parce qu'elle l'avait pas donné, mais donc elle a tiré un phoque, je pense qu'il devait quand même tourner, vu le poids, aux alentours au minimum, à mon avis, de 15%. Mais de tout ce que je vois là, qui est beaucoup plus récent, au tradi, l'idéal, c'est d'être au moins à 20%, chercher une puissance. Alors le minimum, je dirais, ça serait le minimum du minimum, ce serait 40 livres. Mais après, c'est surtout le fait d'avoir une flèche qui va avoir un phoque très élevé. Même si vous ne vous débrouillez pas en anglais, je pense que le site là, de HB avec le Google Trad là, vous permettra d'arriver à comprendre un peu le système. Et les éléments, c'est l'intégrité de la flèche, une flèche qui arrive nickel chrome dans la cible sans empennage, donc en fût nu. Et le troisième élément qui vient après tout le reste, parce qu'il y en a 12 d'éléments pour avoir une flèche idéale et avoir aucun souci à la chasse, surtout sur du très grand gibier, c'est d'avoir le phoque le plus élevé possible. Pour revenir au phoque, un phoque normal, c'est considéré entre 8 et à peu près entre 10 ou 11%. Enfin, ça dépend des. Après, il y a les phoques qui sont hauts, on va dire, de 11 jusqu'à à peu près 13-14. Les éphoques, on va plus ou moins être à partir de 16 jusqu'à 19-20. Et après, il y a les éphoques, ou alors là, on est au-delà de 30%. 30%, là, ça fait. Alors, ça va être chez les femmes, parce que comme elles ont des allonges très, très courtes, beaucoup plus facile sur une flèche courte, en chargeant l'avant, de faire augmenter très facilement le phoque. Après, sinon, chez les hommes qui ont en général une allonge un peu plus longue, pour arriver à 30%, ça va être des gars qui vont tirer des flèches avec un spin 200 ou 150 avec des inserts de 200 grains et des pointes qui font aux alentours des 300 grains. Donc, ça veut dire que rien que sur l'avant, on est déjà à 500 grains plus le poids de la flèche. Donc, on approche des flèches là, qui font dans les 900, voire 1000 grains. Là, ça,
en France, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est des configs. Mais c'est vrai qu'une flèche lourde va compenser beaucoup plus le manque de puissance. Et vu qu'en tradi, on tire à des distances plus courtes, une flèche lourde n'est pas un handicap. Alors lourde, mais pas que. Enfin, il faut surtout qu'elle ait du poids, parce que même une flèche un peu du poids derrière, mais avec beaucoup de phoques, c'est plus intéressant une flèche avec beaucoup de phoques qu'une flèche. Faut que je te fasse passer le lien là, de la vidéo, où là c'est ultra probant, où on voit que quand HB a tiré cette flèche là, qui fait plus de 700 grains, enfin elle est très proche, je crois, des 800 grains, il a rien, entre guillemets, il n'a pas gagné grand-chose. Et quand il tire cette flèche qui fait entre guillemets que 620 grains, mais qui a un phoque, je crois qu'il y a 25 ou 26, il a gagné vraiment énormément, quoi. Donc, voilà. Donc apparemment, bon, je vois pas d'autres questions, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que l'arc traditionnel était technique aussi, comme un poulie. Donc c'est plus compliqué de régler un arc traditionnel parce qu'on n'a pas non plus 50 000 points de levier pour pouvoir douiller dessus. Sur un arc à poulie, tu peux jouer sur le repose-flèche, avec les branches sur les tillers. Tu peux jouer sur le latéral du repose-flèche aussi. Là, sur un arc traditionnel, il faut vraiment adapter la flèche à l'arc. Alors qu'un arc compound, tu peux adapter l'arc à la flèche. Des fois, je vois des arcs qui arrivent avec un cameline de malade et la flèche qui sort complètement. Ça me fait halluciner. Alors, c'est sûr que la flèche arrive droite au test papier, mais dans l'absolu, l'arc, il a perdu un bon paquet de pourcents de son rendement. Donc après, on va mettre d'équerre et le test papier, pour moi, c'est qu'une partie de l'iceberg. Le seul, si on peut dire, c'est vraiment le test funu. Quand votre flèche, elle arrive bien perpendiculaire à cible, sans empennage, sachant qu'une flèche sans empennage, c'est ce qui est plus instable à faire voler. Donc avec un empennage, elle peut franchement au moins aussi bien voler. Voilà. Après, que vous passiez d'une pointe mécanique à une lame fixe hyper longue façon Wardhill, il n'y a pas de souci, quoi. Ou ce qu'on commence à voir arriver de plus en plus, il y a des lames pour les poulies qui sont très courtes, très larges pour éviter de planer. Ça, si c'est pas bien réglé, là, dans tous les cas, ça planera quand même. C'est clair. Et c'est vrai que le poulie, c'est technique pour les réglages. Le tradi, c'est plus l'archer qu'il faut régler par rapport à l'arc. Et surtout, beaucoup d'entraînement. Autant le poulie, on peut dire arrêter de tirer 15 jours, on prendra le poulie, on pourra tirer sur toucher sa mouche. Autant au tradi, si on ne s'entraîne pas tous les jours, on sera pas performant. Et moi, je suis comme Jacques, hein, je tire sur les deux arcs, mais à la chasse, j'hésite à prendre mon tradi parce que je suis plus à l'aise avec mon poulie. C'est malheureux à dire, mais je n'ai pas cette sérénité que j'ai avec mon poulie, avec mon tradi. Et moi, c'est pareil. Moi, c'est exactement la même chose. Ah ouais. Pouvoir s'entraîner tous les jours. Après, c'est pas 50 flèches non plus, mais bon, il faut pouvoir avoir le temps de flèche, histoire de garder la gestuelle, et surtout, le plus important, c'est d'avoir la même allonge. Et là, alors sur les tradis, j'ai vu qu'il existait des clickers, mais qui ne sont pas des clickers au sens clickers qu'on retrouve sur les arcs classiques. C'est en fait un truc là qu'on colle sur la branche du bas. On règle la longueur en fait quand on est armé, et ça fait un clac là, comme je sais plus, il y avait un truc là qui s'appelait le criquet là qui faisait du bruit, et en fait qui vous dit hop, t'es arrivé à ton allonge, hop, tu libères. Ouais, c'est un espèce de guide. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est un guide qui limite ton allonge, quoi, en fait. Après, il y en a qui trichent un peu, et je l'ai vu récemment sur une vidéo, mais là, ça a strictement rien à voir à la chasse. C'était
sur une vidéo de gars qui s'entraînaient pour du parcours 3D, mais en fait, ils font des repères hop, sur le tube et ils regardent en fait, si ça se voit, que le repère qu'ils ont fait arrive et se trouve devant. Bon, alors là, ça va peut-être pas du tout être bon pour moi. Mettons, voilà, hop, ouais, moi, ma flèche, quand je sors, je suis à peu près là. Donc, il faudrait que j'ai fait un repère à peu près ici, un repère visuel avec du scotch, en fait. Mhm. Comme ça, quand le gars, il arme, hop, il voit, il a un repère, il a son bord de fenêtre, il a son repère qui est là ici, il sait qu'il est à la longe. S'il est en ligne avec ce qu'il a visé, bah, hop, il peut lâcher et libérer. C'est un truc que j'avais déjà vu il y a très longtemps quand je faisais de la compète, mais je pense que ça a dû être interdit, ce genre de petite bidouille. Mais à la chasse, nous, notre seul intérêt, c'est d'être le plus précis possible. C'est pas interdit. En compète, je sais pas. Je t'avoue que ça fait un bout de temps que j'ai arrêté, donc je vais essayer de dire. En compète, c'est interdit. Hein. Pardon? En compète, tout est à la visée. En compète, tout aide à la visée est interdite. Même les repères, ouais. Donc sur un arc traditionnel. Ouais, ok, ouais. Ouais, c'est ce que je ouais. Mais bon, nous, à la chasse, ce qu'on veut, c'est le plus précis possible. Donc, il faut, si ça peut aider à vraiment arriver à être à la bonne allonge, pour moi, faut le faire, quoi. Exactement. Mais je pense qu'il faut s'entraîner régulièrement, quoi. Et après, il y a aussi, il y a beaucoup de gens qui tirent en tir instinctif et qui progressent pas vraiment parce que, il y a une part de don, si on peut dire ça. Et après, aussi quelque chose qui permet d'être plus précis. Moi, après aussi, c'est au départ comme ça qu'on m'a appris. C'est en canon de fusil ou à la pâche, là, où on tire 3 dans le dessous et où on se sert de la pointe de la flèche. Pour le grand gibier, c'est intéressant, ça permet d'être un petit peu comme si on chassait sur un poulie avec un point et voilà, quoi. Après, sachant que il faut se limiter à des distances 15-18 mètres. Voilà, quoi. Ouais, après, le tir, moi je préfère dire le tir intuitif que instinctif, parce que l'instinct, on n'a pas l'instinct de tirer à l'arc. Par contre, l'intuitif, c'est le fait de pouvoir attraper un verre sur une table, tendre la main, attraper le verre sans y réfléchir. Et le fait de tirer les deux yeux ouverts, commencer à des petites distances où on fixe son regard, son objectif avec les yeux, et petit à petit, la flèche va arriver où le regard se pose. Mais bon, ça, c'est toujours pareil, il faut s'entraîner régulièrement. Mais pour moi, c'est pas de l'instinct. L'instinct, on n'est pas avec l'instinct de tirer à l'arc. C'est l'intuitif, quoi. C'est où se pose le regard, la flèche doit arriver. C'est du tir éduqué. Moi, je dis du tir éduqué parce que tu apprends en fait, tu mémorises ton vol de flèche, voilà, en sachant que en tirant, quand je suis très près, en visant presque les pattes de l'animal, je vais être dedans, et quand on veut plus loin, ainsi de suite. Voilà. Après, là, il y a plusieurs techniques qui existent. Il y a plusieurs techniques, mais après, c'est chacun qui doit. Mais le fait d'avoir les deux yeux ouverts, c'est déjà bien utile. Mais après, voilà, faut pas non plus s'enfermer à vouloir se dire je veux tirer uniquement en tir instinctif. Après, le tir visé, le tir à la pâche, ça permet de pouvoir chasser avec un arc traditionnel et de pouvoir être confiant, parce que la confiance dans le tir à l'arc, c'est franchement, je pense, ce qu'il y a le plus essentiel. Quand on est confiant en son matériel et qu'on a confiance en soi dans son tir, après, on peut y aller, parce que notre assos, il y a certaines personnes qui ont beau s'entraîner et qui progressent pas beaucoup. Faudrait qu'ils essayent ce fameux tir. Les Américains payent les aimers là, qui visent. En fait, c'est du tir visé avec la pointe de la flèche sur l'animal. C'est le tir d'école en club de tir à l'arc. Tout simplement. Je pense qu'on devrait beaucoup plus l'utiliser à la chasse pour commencer. De combien tu fais dépasser la flèche de l'arc une fois l'arc bandé? C'est pas l'arc bandé, c'est l'arc armé, mais c'est. Alors là, j'avoue, je posé la question.
Tout dépend de la souplesse de la flèche aussi, du poids qu'on cherche. Voilà, ça dépend de. Enfin, là, j'ai des flèches, là, c'est des spins 400. Si... Ouais, c'est ça. Spin 400. Je ne sais pas si j'ai. Non, je ne vais pas le mettre là ici, mais je crois que de longueur, elles font 31 et quelques, 31 et demi. J'ai une allonge de 28 et demi, enfin 28 plus ou moins 75. Donc presque 29 pouces. Après, votre vent, ça doit dépasser, ouais, il doit y avoir, il doit y avoir à peu près 6-7 cm, mais ça n'a pas, pour le réglage de l'arc, là, ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Et puis, il faut garder à l'esprit que sur un traditionnel, vous avez des lames au bout. Il n'y a rien qui protège les doigts. Donc, si vous êtes Voilà. trop court, c'est le doigt qui arrête la lame. Voilà, faudra en laisser suffisamment dépasser pour que ça. Après, il y a certains archers aussi qui vont régler leur flèche en ayant. J'en ai vu une vidéo où le gars, alors il utilise des lames où il n'y a pas de bord de fuite tranchant. Une lame qui lui touche l'index, et ben, pour lui, il a au bon ancrage et là, c'est bon. Donc après, pour régler les flèches, là, ça devient quand même nettement plus compliqué parce qu'il va falloir très souvent jouer sur le spin de la flèche parce que le gars veut absolument conserver une longueur bien spécifique de flèche. Et là, ça devient un gros casse-tête parce qu'il faut jouer sur le spin, sur le poids des pointes. Bon. Alors qu'en partant sur une flèche, si vous avez utilisé le spin calculator et que vous avez trouvé à peu près le spin qui vous va, après pour fignoler les derniers petits millimètres là qui manquent, c'est quand même nettement plus simple que d'être obligé de jouer sur les poids, sachant que les poids des pointes, en général, c'est de 25 grains en 25 grains. Ça va être un peu compliqué, quoi. Et que on joue aussi sur les encoches. On peut jouer sur les plumes. Mais bon, pareil, on reste toujours avec des variations qui sont quand même assez, de poids qui sont assez importantes. Donc c'est relativement difficile de trouver pile poil la bonne flèche. Après, si vous vous contentez du bon, pour vous, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ma flèche soit vraiment pile poil perpendiculaire. Donc voilà, et de retrouver systématiquement à la même allonge. Voilà, tout à fait. Non, mais je pense on a bien abordé déjà le point des arcs traditionnels. Je vois, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu surpris de l'arc traditionnel, puisque pour eux, ils étaient encore sur le bout de bois. On met une flèche et ça marche, alors qu'ils sont aperçus quand même qu'il y avait pas mal de réglages à faire dessus, même si ça paraît plus simple qu'un poulie. Et c'est ça. Et en fait, l'arc, de toute façon, l'arc est le complément de l'archer. Un arc doit être réglé par rapport à sa catégorie et convenir et être le prolongement du bras de l'archer. Si ces critères sont réunis, vos tirs sont réussis. Si vous prenez un arc qui ne vous convient pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, que ce soit à la chasse, en parcours nature, que ce soit en cible, vous ne ferez jamais rien avec. Donc tout est une alchimie où chaque archer doit travailler et faire ce qu'il faut et s'entraîner beaucoup, tout simplement. Ouais, primordial. Hein? Donc voilà. Donc pour répondre à la question, oui, c'est un souvenir d'outre-mer. Elle vient de Nouméa, les carapaces de tortue. Voilà. Les souvenirs de l'armée, ça. Donc voilà. Donc ben, on va remercier. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Jacques de sa prestation, qui a été très très intéressante. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. C'est toujours intéressant de te recevoir. On a fait super. je pense qu'il y a eu, ça a intéressé pas mal de gens. Et je ferai passer, s'il y a des questions encore, on fera comme d'habitude, on continuera à répondre après le live. Et donc voilà, donc je vais laisser la parole à Enzo, parce que tout à l'heure j'ai présenté les futurs lives, mais je n'ai pas présenté le live de la semaine prochaine avec tes demoiselles. Ah oui, oui. Alors c'est vrai, on a pas mal de live en programme et surtout un live mercredi 13 à 17h30. Donc, on va recevoir
deux filles qui chassent à l'arc, donc ça sera chasse à l'arc au féminin. J'espère que vous participerez, que vous poserez pas mal de questions. Ça va être intéressant d'avoir aussi le point de vue des filles qui chassent, des femmes qui chassent à l'arc. Comment ils abordent la chasse à l'arc, et on posera pas mal d'autres questions. Ça va être sûrement un joli live. Donc, on vous attend tous aussi sur ce live du 13 avec justement Corinne et Mélanie qui vont venir et ils vont nous expliquer leur expérience, ils vont nous faire part de leur expérience. Voilà. Donc, Voilà, et vas-y. Et les autres lives qui arrivent, donc ce week-end, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lives cette semaine, mais le 1er juin approchant assez rapidement, on tenait quand même à vous donner les petites ficelles aussi sur les chasses à l'approche. Pour ceux qui connaissent, c'est évident, c'est facile. Je dirais bien facile entre guillemets, hein, parce qu'une approche n'est jamais facile. Il y aura aussi sur les affûts en hauteur avec Tristand et la sécurité surtout. Les chasses en périurbaine, parce que les chasses périurbaines, on y arrive de plus en plus. Beaucoup de gens se posent des questions, comment les faire? Donc, toutes ces questions seront abordées de manière à ce que vous ayez un maximum d'avis et de conseils pour démarrer cette saison de chasse que j'espère une bonne ouverture à partir du 1er juin. Voilà. Et nous aurons le président de la Fédération française de chasse à l'arc, des chasseurs à l'arc, je me fasse attention, qui sera présent vendredi soir pour nous présenter la fédération et son historique et son utilité, et qui est très utile pour notre passion. Voilà. Voilà, et puis, oui, je te coupe, excuse Marc, je t'ai coupé. Ouais. Et je disais, et puis profitez de venir vendredi soir en live avec le président de la Fédération des chasseurs à l'arc française. Vous pourrez poser des questions, il se fera un plaisir d'y répondre. Et je pense que ça pourra apporter beaucoup de renseignements aux gens qui sont pas encore fédérés ou qui ils sont en intention de le faire dans les prochaines semaines, prochains mois, quoi. Voilà. Bon. Donc Sachant voilà. que si on peut chasser à la chasse, et personne ne me contredira, si on peut chasser à l'arc en France, c'est grâce aussi à la fédération qui se bat régulièrement pour qu'on puisse continuer à chasser comme nous le faisons actuellement. C'est clair, c'est clair. Bon. Je remercie encore Jacques pour sa prestation, qui est toujours au top. Je vous remercie tous les membres et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à vendredi soir pour ceux qui seront libres. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Ciao les gars. Ciao.